Alors, tu le sais peut-être, mais sur cette chaîne, on aime bien les gros jeux un peu velus. Les gros jeux un peu plein de figurines, les jeux qui proposent une immersion totale, qui peuvent proposer des parties qui durent plusieurs heures. C'est ma cam de base. Donc, lorsque débarque un jeu qui propose une expérience coopérative 4X bien retors, eh ben ça m'intéresse. Aujourd'hui, je vais te parler de ce bébé-là, Uprising. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il est en late pledge actuellement. Donc autrement dit, si tu connais pas le monde du financement participatif, eh bien tu vas pouvoir te rattraper, investir de nouveau si tu le souhaites dans Uprising, même si tu as loupé la campagne, il reste un petit peu de temps pour le faire. Donc notamment, il y a la possibilité jusqu'au 2 mars, je crois, d'obtenir ce qu'on appelle la Big Box. Donc je sais pas quand est-ce que sera diffusée cette vidéo, mais voilà. Si c'est après le 2 mars, je suis désolé, si ça vous intéressait, mais bon, j'y peux rien. Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton. Aujourd'hui, on parle gros jeu, on parle Uprising Curse of the Last Emperor. Donc c'est la malédiction du dernier empereur. Bah, il est maudit, c'est la vie, c'est comme ça, hein, ça arrive. Et donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas essayer de prendre sa place, tout en repoussant les forces démoniaques des autres, ceux qui essaient de rentrer sur nos frontières, voilà, qui essaient de dépasser nos frontières. I'm gonna build a wall, it is Mexico that is going to pay. Bref, Uprising, du coup, je t'en parle maintenant, on dit merci aux copinos du Cofinos, et on like, on s'abonne, on booste la vidéo, ça aide beaucoup cette chaîne, et puis bon, on commence maintenant. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que Uprising Curse of the Last Emperor? Donc c'est un jeu, comme je te l'ai dit, coopératif, de 1 à 4 joueurs. Alors attention, dans sa version de base, ce n'est pas un true solo, qu'on appelle true solo, c'est-à-dire que désormais il y a un true solo, c'est-à-dire qu'il y a un mode où tu vas pouvoir jouer avec une seule faction. Là, il faudra que tu en prennes au moins 2 pour pouvoir jouer. Mais calme-toi, on va revenir là-dessus. Parce que, du coup, on joue donc pour 1 à 4 joueurs. Dans l'idée, on va incarner donc une faction, un clan, je sais plus comment ils appellent, non, c'est une faction, qui va tenter de repousser les forces démoniaques qui arrivent. Donc il y a les forces des légions, qui sont en gros les résidus de l'ancien empereur, si je puis dire, qui tentent de reprendre le pouvoir sur l'Empire. Bah oui. On a la Horde, qui sont eux des êtres plutôt Lovecraftiennes. Voilà, j'ai l'air Cthulhuesque, mais Lovecraftiennes qui veulent, qui arrivent de loin et qui viennent vers le centre pour pouvoir s'emparer de la capitale. Et puis à toi. Et puis éventuellement ton pote. Et l'idée, c'est que donc tu incarnes une faction, chaque faction a ses propres unités, a ses propres aussi cartes fit, donc fit en anglais. Alors le jeu est exclusivement en anglais, donc voilà, si parfois j'utiliserai le mot anglais, c'est parce que j'ai pas le mot français, mais voilà, fit, ce sont des cartes de capacité, grosso modo. Et aussi à 2 leaders, il faudra choisir un des 2 leaders. Une fois que tu as fait ça, et bien dans ce cas-là, tu vas mettre en place ton jeu, donc tu auras plein de petites tuiles hexagonales à placer de manière assez symétrique, le plan est donné dans le livret de règles, emballer c'est pesé, on y va. On compose tout ça, etc. Comment est-ce que ça se passe une partie, et quel est le but du jeu? Le but du jeu dans Uprising Curse of the Last Emperor, c'est je dis Uprising à partir de maintenant parce que sinon on n'aura jamais fini, c'est de finir avec plus de points de victoire que les 2 adversaires. C'est-à-dire qu'on a un jeton de points de victoire par joueur, mais aussi par faction, par ennemi, par entité adverse. Donc il y a un jeton pour les 2 joueurs, si vous jouez à 2 par exemple, et un jeton pour la Horde et un jeton pour la Légion. Et il faut que les 2 joueurs soient au-dessus des 2 marqueurs des 2 ennemis, donc de la Horde et de la Légion, pour pouvoir l'emporter. Les 2, sinon c'est perdu. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on va jouer suivant une séquence qui est indiquée sur le plateau. Donc sur le plateau, il y a une grande bande qui indique les différentes séquences qu'il va falloir jouer dans l'ordre. Donc on va, il y en a certainement que je vais louper, mais c'est pas très important. On va notamment commencer à rafraîchir notre plateau. Voilà, on va récupérer 8 cristaux d'action, qui sont les cristaux qu'on va utiliser pour réaliser des actions. Ok. On va aussi donc déclencher des événements. Les événements vont faire venir donc des légions et des hordes qui vont débarquer, qui sont des sortes de boss qui vont débarquer, voilà, et qui vont arriver avec leurs propres capacités. On va nous construire des unités. Donc ces unités, ce sont les unités qui sont propres à notre faction. Donc on va devoir dépenser 3 types de ressources. Donc on a de la nourriture, on a des sels et on a du plunder. Donc le plunder, ça va être du marchandise, des choses comme ça. Et on va dépenser des choses comme ça pour pouvoir construire des unités et les mettre sur nos haven, qui sont en gros nos campements, quoi.
Donc on va les poser dessus, on peut en avoir que 5 maximum par campement, donc on va vite être limité, mais voilà, à ce moment-là, on va construire, donc mettre des unités, et on pourra éventuellement construire des murs et des tours pour nos campements, pour qu'ils aient plus de défense en cas d'attaque ennemie. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va récupérer des cartes de capacité, je rentre pas dans le détail, et on va laisser peser, on y va. Et comment est-ce que ça se passe? Eh bien, chaque joueur va pouvoir réaliser un certain nombre d'actions. Il va toujours être possible de se déplacer et de faire une autre action. Donc ce sera 2 maximum, enfin maximum en tout cas si on fait qu'un seul mouvement, mais on peut faire autant de mouvements qu'on le souhaite. Quand on parle de mouvement, c'est un mouvement de votre propre héros, c'est-à-dire que vous avez un héros, donc un standy de héros qui est à l'origine sur votre base principale, et vous allez pouvoir vous déplacer d'un lieu, d'une tuile à une autre adjacente. Ça, c'est une première action. On va pouvoir commander. Commander, c'est-à-dire qu'on va dépenser un point de nourriture pour attirer. On va sélectionner une tuile hexagonale où se trouve, qui est explorée. On va sélectionner une tuile. On va dire, ok, tous ceux qui sont autour, on peut rapatrier des gens, toujours dans un maximum de 5 unités par tuile. On va pouvoir explorer ces tuiles, parce que oui, les tuiles au départ elles sont face cachée. Quand notre héros est sur une tuile, on l'explore, on la retourne. Ça va nous permettre de collecter des ressources, mais aussi ça va générer systématiquement des ennemis, que ce soit des garnisons, donc pour la horde, pour les légions, qui sont des bâtiments qui vont construire, ou alors des squelettes pour la horde qui vont débarquer. On va pouvoir faire ça, on va pouvoir acheter des cartes objets au marché, donc on a toujours une rivière de cartes objets, on va pouvoir en acheter en fonction des compétences de notre propre héros, et on va pouvoir aussi échanger des points d'action contre des sels pour pouvoir dépenser ce genre de choses-là. Donc les joueurs vont jouer l'un après l'autre en faisant une éventuelle action de mouvement plus une action obligatoire, hop là, tac 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 tac. Comment ça va se passer? L'idée, c'est que il n'y a pas nécessairement de but à atteindre, entre guillemets, au sens propre, géographiquement, je veux dire, il n'y a pas besoin d'atteindre un endroit spécifique pour pouvoir l'emporter. Le but, ça va être de contenir la menace, mais de réussir à suffisamment faire d'élimination pour obtenir des points de victoire, que ce soit en éliminant des mobs, donc soit des garnisons, soit des squelettes, soit en éliminant des boss. Des boss, donc, qui sont les légions et les hordes. Et pour ça, il va falloir envoyer nos unités dessus. Donc lorsque l'on va faire ça, ça va être une action de commande, donc nos unités vont arriver sur un lieu. S'ils arrivent sur un lieu où il y a des ennemis, s'enclenche alors un combat avec plusieurs rounds. Il y aura un premier round qui est un round il y aura plusieurs étapes. La première étape nous permettra d'utiliser certaines de nos compétences que l'on possède, qui nous donnent avant le combat, faites ceci. Voilà, avant le combat, vous pouvez, si vous jetez cette carte, vous bénéficiez d'un dé, etc., etc. Ensuite, chaque archer va pouvoir tirer. Donc chaque personnage, chaque unité qui a un symbole d'arc va pouvoir lancer ses dés. Donc vous avez les vôtres, mais aussi vos adversaires. Les squelettes, par exemple, n'en ont pas, si on parle des mobs. Par contre, les garnisons en ont. Donc dans ce cas-là, eux, ils vont tirer des flèches, voilà. Ça sera les premières éliminations du combat. Donc il est possible que le combat s'arrête à ce moment-là. Si par exemple vous affrontez 2 squelettes et que vous avez 2 archers et que vous faites 2 touches, les 2 squelettes sont partis et puis hop, vous avez gagné le combat immédiatement. Si ça n'est pas le cas, on procède aux éliminations et ensuite on passe à la phase de combat où on relance les dés de tout le monde cette fois-ci qui s'affrontent. Dans les résultats de dés, on va avoir des touches symbolisées par des crânes, on va avoir des boucliers qui protègent d'une touche adverse évidemment, on va avoir des éclairs. Les éclairs, on déclenche une capacité spéciale. Donc si il s'agit de nos dés, on va pouvoir utiliser les capacités des druides. Donc au début de partie, dans la mise en place, on a mis 4 cartes druides autour du plateau. On va choisir l'une des cartes qui propose des compétences différentes en fonction de la partie que vous êtes en train de jouer. Il y en a qui va par exemple permettre de relancer les dés, un qui va permettre d'annuler toutes les touches de tout le monde, donc ça fait une manche à blanc, bref, ce genre de choses-là. Pour ce qui est de votre adversaire, ça va être différent. Si par exemple, on parle des squelettes, les squelettes, eux, vont permettre, s'ils utilisent un éclair, après avoir généré les dégâts, de faire repopper un nouveau squelette. Donc le combat continue. Pour ce qui est des boss, il faudra aller vérifier sur leur carte spécifique où il y aura des effets qui seront indiqués. Et si jamais on fait plusieurs éclairs, le boss utilisera à partir du 2e éclair ces éclairs-là pour annuler les boucliers que vous avez fait, et vous pouvez faire la même chose avec les boucliers de votre adversaire. Donc voilà, en grosso merdo, donc vous lancez les dés, vous générez les éliminations, et on continue jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à qu'un camp soit totalement éliminé, ou alors ça peut arriver que certains boss se téléportent à d'autres endroits, et donc dans ce cas-là, le combat s'arrête. Si vous affrontez des mobs, donc encore une fois les squelettes et les garnisons, c'est juste des retraits d'unités que vous allez faire, et vous allez gagner un point de victoire par unité que vous allez retirer. Par contre, lorsqu'il s'agit des boss, là c'est autre chose, parce que les boss ont une jauge de menaces. Donc au départ, ils arrivent à une menace de 4 pour la première manche, la deuxième manche 5, puis 6, puis après, il en arrive tellement qu'on sait plus. Mais voilà, en gros, au départ, on est sur une menace, donc on va mettre un petit marqueur menace, ça va nous donner les dés qu'il lance pour la phase des archers et les dés qu'il lance pour la phase de combat. Et donc, lorsque vous allez faire des dégâts à un boss, vous allez descendre sa jauge de menace, donc réduire le nombre de dés qu'il lance.
Par contre, nécessairement, vous avez attaqué lui aussi, donc vous risquez de réattaquer avec moins d'unités, puisque si jamais il a fait un bon lancer, bah, vous êtes mal, voilà. Et donc vous allez continuer comme ça jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Si vous éliminez le boss, et bien en bas vous avez des récompenses qui va être généralement un bon pool de points de victoire, ainsi que certains effets. Une action que je n'ai pas traitée, c'est que lorsque votre héros se trouve sur une tuile explorée où il n'y a pas d'ennemis, dans ce cas-là, vous allez pouvoir construire un campement, voilà, un haven, donc un haven, je sais plus comment ça se traduit, mais en gros c'est un campement, c'est une garnison, bref, on s'en fout. L'intérêt de ça, c'est que vous allez pouvoir faire popper de nouvelles unités à cet endroit-là, donc au début de manche, mais aussi ça vous permettra de collecter plus de ressources à la fin de chaque manche. Parce qu'à la fin de chaque manche, vous allez collecter les ressources de l'endroit où vous avez construit les campements, mais aussi du nombre de campements que vous avez construits. Et ça, c'est une donnée qui est super importante, parce que si vous n'en profitez pas, bah, vous allez couler, clairement. Le truc, c'est que les ennemis, donc les boss, vont cibler ces campements. L'idée, c'est que c'est leur cible principale, ça va être d'aller les tabasser, et lorsqu'ils rentrent dedans, si jamais vous perdez un combat, vous n'avez plus d'unité pour vous défendre, ils le détruisent, dans ce cas-là, vous perdez de précieuses ressources que vous auriez pu collecter par la suite. Voilà comment ça se passe globalement, dans Uprising, Curse of the Last Emperor. Je dis globalement pourquoi ? Parce que beaucoup de choses vont dépendre des différents effets qui résident dans notamment les boss lorsqu'ils vont apparaître. Mais il n'y a pas que ça. Vous allez aussi pouvoir réaliser des quêtes. C'est une autre action dont je ne vous ai pas parlé, que vous allez pouvoir faire. Les quêtes, ce sont des cartes que vous allez mettre en place au début de manche. Parfois, sur ces quêtes, vous allez avoir des effets immédiats qui sont assez pénibles. Du type, on va vous prendre vos équipements, il va falloir réussir la quête pour pouvoir les récupérer, sinon ils seront perdus pour de bon. Du type, ils vont vous prendre des points d'action. Donc, il va falloir éliminer la quête pour pouvoir la récupérer. Parfois, il y aura juste pas ça. Ce sera juste des éléments qui vous diront, bah voilà, si vous réussissez à faire cette quête-là, ça va vous aider à retirer des choses. Notamment, on a la Horde qui pose des malédictions sous forme de tentacules, les curses. Ces malédictions, c'est leur principale source de points de victoire, c'est-à-dire qu'ils vont scorer en fonction du nombre de malédictions qui seront posées. Je reviens là-dessus après, mais en gros, pour pouvoir les retirer, eh bien, il y a certaines quêtes qui vont vous permettre de le faire, mais ça va être super difficile. D'un autre côté, vous avez les garnisons donc de la Légion, c'est ces garnisons qui vont générer des points de victoire pour eux, et donc ça, c'est pareil, ce sera par un système de combat qu'il faudra les retirer. Pour ce qui est des quêtes, pour revenir là-dessus, les quêtes en elles-mêmes, on va vous demander de réussir en un lancer de dés qui correspond au dé de votre héros, donc votre héros a un certain pool de dés qui est affiché en fonction des compétences, vous allez lancer un certain nombre de dés, il va falloir réussir certaines choses. Donc réussir un certain nombre de crânes, un certain nombre de boucliers ou un certain nombre d'éclairs. Si vous réussissez, eh bien vous allez obtenir des récompenses en dessous, puis une récompense de réussite. Si vous échouez, vous avez une récompense, entre guillemets, une pénalité de raté, si je puis dire. Et donc dans ce cadre-là, généralement ça fait mal. Une fois que vous avez fait, donc chacun a fait ses actions, on arrive à la phase d'activation des Némésis. Donc les Némésis sont la Horde et la Légion. Dans ce cadre-là, chaque ennemi qui a un jeton d'activation en dessous, jeton d'activation que l'on place en début de manche, donc ils en ont quasiment toujours un, vont s'activer dans l'ordre d'initiative. Donc généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, par exemple, si c'est du côté de la Horde, avant de se déplacer, ils vont placer des tentacules, donc ça va générer, ils vont placer des tentacules, si jamais ils en ont déjà, eh bien, ça génère des points de victoire pour eux, ensuite ils se déplacent, ils se déplacent en se rapprochant du campement qui est au centre, enfin du campement de la capitale. La Horde, eux, c'est différent, c'est un petit peu différent, c'est que lorsque la Horde arrive, lorsqu'un agent de la Horde arrive, il va cibler l'un des campements des joueurs. Donc l'un des campements des joueurs va dire quel joueur il ciblera le campement qui possède le moins d'unités. Et à partir de là, il sera focus là-dessus, il se déplacera systématiquement dans ce sens-là pour atteindre ce campement et le détruire. Ce sera son but ultime, et si jamais le campement est détruit par le biais d'un autre boss, par exemple, eh bien, il visera un autre campement de ce même joueur. Donc on va pouvoir prévoir, en fonction de la position des différents ennemis, leur déplacement. Donc il va falloir agir en conséquence. Et donc, dans cette phase de Némésis, on va déplacer les différents ennemis de cette manière-là, jusqu'à ce qu'ils rejoignent, donc qu'il y ait un combat ou qu'ils soit éliminé. Et une fois que ça c'est fait, on passe à la phase de scoring. Et là, on va donner des points pour tout le monde. Par exemple, la Horde va gagner des points pour chaque tentacule qui sera posé sur le plateau. Va gagner des points également pour chaque faction ennemie qu'il aura éliminée. Parce que oui, si jamais le squelette, la Horde, vous attaque et élimine certaines de vos ennemis, certaines de vos unités, ces unités, vous les récupérez pas tout de suite, elles vont aller dans le cimetière de la Horde. S'il élimine des unités de l'autre joueur, hop, c'est pareil. Et s'ils éliminent aussi des unités de l'autre faction ennemie, donc de la Légion, parce qu'ils peuvent s'attaquer entre eux, eh bien ils prendront aussi ces trucs-là et qu'ils mettront dans leur cimetière. Et l'idée c'est qu'ils gagneront 2 points pour chaque faction différente dans le cimetière, donc ça peut aller très très vite. Et il gagnera également 1 point pour chaque boss de son clan qui est sur le plateau. Donc encore une fois, ça peut aller très vite. Pour ce qui est de la Légion, c'est à peu près pareil, 1 point pour chaque garnison sur le plateau, 1 point pour chaque Légion qui est en jeu, et également 2 points pour chaque faction dans son cimetière. Pour ce qui est de votre cas, vous allez gagner des points en fonction du nombre
nombre de campements que vous aurez construits, vous allez gagner des points aussi grâce aux récompenses de l'endroit où sont construits vos camps, vous allez pouvoir parfois gagner des points de victoire, et vous aurez la possibilité aussi, si vous le souhaitez, de dépenser jusqu'à 5 ressources pour obtenir un point de victoire. Voilà, et ensuite vous recommencez ça, et vous faites ça pendant 4 manches. Ça va aller crescendo en termes de difficulté d'événement en événement, on va avoir plus en plus de monde qui vont arriver, et voilà, et vous allez jouer à ça pendant environ 2 heures. Voilà ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement, tout du moins, de Uprising. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un jeu qui, de prime abord, en termes de règles, semble assez simple. Par contre, le livret de règles est pété. C'est-à-dire que le livret de règles est atroce. Tout est dans un désordre pas possible. Il y a des choses que vous cherchez dans des endroits qui semblent excessivement logiques et qui ne le sont pas. Exemple, à un moment donné, j'ai 2 factions ennemies qui se rencontrent. Donc pas de joueurs, vraiment la Horde et la Légion se rencontrent. Je sais plus comment on fait pour gérer ce truc-là, donc je vais dans la section combat. Bah ça y est pas. C'est pas dans la section combat. C'est dans une section annexe beaucoup plus loin, en dessous d'un truc qui dit les légions, alors c'est ces machins-là, ce machin-là. Attention, ils peuvent se fighter entre eux. Tu vois, lourdingue. Et en fait, tout le livret est constitué comme ça, et en plus c'est un truc à spirale, voilà, en petit format, je veux dire, c'est pas du A4, donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'informations sur chaque page, donc on est en train de tourner en permanence, et il y a des moments où j'ai complètement abandonné l'idée de trouver l'information, je me dis, il me semble que c'est ça, je m'en rappelle, voilà, donc on va la jouer comme ça, parce que sinon on va y passer des heures. Et ça, c'est vraiment le gros point noir de ce Uprising, c'est son livret de règles atroce, qui va vous rendre la vie difficile, et parfois vraiment au point de vous faire abandonner. Pour le coup, j'ai commencé à y jouer en solo, parce que je voulais être sûr, justement, notamment vis-à-vis de ce livret de règles, de pas imposer ce jeu à des joueurs qui seraient autour de la table et à se dire « c'est bon, j'en ai marre d'attendre », quoi. Ce qui est logique, voilà. Donc j'ai joué une première fois en solo, une deuxième, une troisième, bref. C'est un jeu qui est outrageusement difficile. Mais alors, outrageusement difficile, et je pèse mes mots. C'est un jeu qui est très difficile. C'est-à-dire que vous allez vous dire, dans un 4X, vous avez déjà joué à des 4X, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tenter de développer votre faction, de prendre des territoires pour récupérer des ressources, de construire des unités, etc. Ici, que nenni, on n'a pas le temps. Ici, dès le départ, tu brûles tout ce que tu as comme ressources pour construire un maximum d'unités, t'es extrêmement agressif dans l'idée de construire des campements le plus rapidement possible pour pouvoir générer le plus de ressources possible et recommencer. Pourquoi ça? Parce que à chaque manche, vous avez des boss qui débarquent. Donc ces fameux, je les appelle les boss, mais c'est difficile parce qu'en fait ils appellent ça hors des légions, mais c'est en même temps voilà, c'est le chaos, le truc, enfin bref. Les boss. Ils débarquent, et à chaque action, donc à chaque activation, ils vont se rapprocher et générer des trucs chiants. Ils vont générer soit des tentacules pour la Horde, soit pour le chaos, je confonds tout, pour la Légion, je vais y arriver, des garnisons. Et donc, systématiquement, lorsqu'ils en posent, c'est plus de points de victoire qu'ils vont avoir en fin de manche. Donc vous êtes en permanence en course contre le temps dans Uprising. Il n'y a pas de temps mort. Mais le pire dans tout ça, c'est pas ça, parce que vous allez vous dire, une fois que vous avez apprécié le jeu, que voilà, vous avez compris un peu comment ça marche, ok, bon voilà, il m'a fallu quand même 4 parties en solo pour pouvoir l'emporter. Je dois avoir 6 ou 7 parties dessus. 4 parties en solo pour pouvoir l'emporter, mais d'un chouïa, hein, franchement, et en étant ultra agressif et en mode facile. Le plus compliqué, finalement, dans Uprising, c'est que si à un moment donné, vous vous écroulez, c'est terminé. Si à un moment donné, vous avez une courbe comme ça, vous êtes en train de construire des campements, vous êtes en train de générer des ressources, vous remportez des combats, à un moment donné, il y a un boss qui vient éliminer un campement, vous avez moins de ressources, vous avez moins d'unités, vous remportez moins de combats, et vous coulez. Et vous coulez inlassablement. Vous ne pouvez pas vous relever. Ce n'est pas possible. Ça rend le jeu extrêmement mathématique, finalement, presque à la limite de quelque chose d'abstrait, dans le sens où tout est millimétré, tout en sachant que vous avez l'aléatoire des dés. Parce que parfois, vous allez peut-être rouler sur un boss parce que vous avez réussi par chance à ne pas subir de monstrueux dégâts alors que vous n'avez pas grand-chose à lancer. Peut-être. Mais ça vous arrivera une fois sur 10, hein, on va pas se mentir, parce que le boss qui arrive en face, lui, en plus de ça, au début de chaque manche, il récupère de la jauge de menace, vous allez l'avoir au taquet en permanence, il va balancer une brouette de dés, vous allez lancer 2 pauvres dés pourraves, et vous allez vous faire rouler dessus. Ça va arriver, c'est sûr et certain. C'est un jeu qui vous sort de votre zone de confort. Ce jeu-là, il n'est pas là pour vous dire, pour vous laisser dans votre canapé, à vous dire, hop, je vais mettre un peu de ressources ci, un peu de ressources par là. T'as pas le temps. T'es tout le temps sous pression, tout le temps. Tu fais jamais bien. Clairement, tu fais jamais bien. C'est en permanence une lutte contre la difficulté insane de ce que propose Uprising. Ça, j'insiste là-dessus parce que ça risque de vous frustrer profondément. Il faut le savoir. Alors moi, pour le coup, les coops vraiment retors, c'est mon kiff. J'aime ça. Mais même là,
tu vois. Même là, il y a des moments où, en fait, quand t'arrives fin de manche 2, et que tu te dis, mais en fait, j'ai perdu, là. Ça devrait pas arriver, tu vois. Bah, ça arrive. Et c'est pas, j'ai perdu, et mon adversaire mon coéquipier peut réussir, parce que non, il faut que les deux marqueurs soient au-dessus des points de victoire de vos adversaires. Et le truc, c'est que si vous vous plantez, eh ben ça veut dire que les hordes, voilà, la horde et la légion ont réussi à prendre le pas sur vous, et donc à générer des points de victoire. Donc là, c'est exponentiel la douille que vous allez vous prendre. Donc, c'est super important. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut savoir en termes d'appréhension que vous devez, en tout cas, de la question que vous devez vous poser sur Uprising. Maintenant, j'ai fait ce laïus assez long sur ce point-là, mais ça me paraissait extrêmement important de le faire. C'est un jeu que j'apprécie quand même, parce que il propose finalement, c'est presque, comme je le dis, c'est presque un problème mathématique. Il propose des données. Les boss arrivent avec leur comportement, avec leurs malédictions, avec leurs effets, et il faut composer avec ça en permanence, en étant tout le temps ras la gueule sur les ressources et ras la gueule sur les unités, etc. Il faut composer avec l'aléatoire, parfois capricieux des dés, ou parfois très généreux. Il faut composer avec son coéquipier aussi. Si vous jouez en solo, il va falloir que vous preniez 2 factions. Si vous jouez, alors, sauf si vous avez la totale, où maintenant il y aura le nouveau solo, mais je l'ai pas testé, donc je peux pas vous dire. Mais avec votre pote, vous allez pouvoir utiliser une action pour pouvoir vous échanger des ressources. Il va falloir jouer là-dessus pour que tout le monde soit au top. Il ne faut absolument pas qu'un des joueurs se casse la figure, sinon c'est foutu. Mais en ce sens, je trouve que le jeu, du coup, impose un challenge qui est assez inédit dans ma ludothèque, parce que c'est, je pense, de loin le jeu le plus dur que j'ai dans ma ludothèque. Ce qui peut être un peu rageant, c'est quand vous avez un jeu qui est dur, mais tellement dur que finalement vous abandonnez. Vous vous dites que le jeu il est raté. Ici, ce qui est chiant finalement avec Uprising, c'est que vous avez un jeu dur, mais avec des règles très mal écrites. Et ça donne une frustration qui devrait pas exister. Parce que si le jeu est dur, mais que les règles sont facilement compréhensibles et bien écrites, et on retrouve facilement les informations, on n'a pas cette frustration de la recherche. Finalement, moi ça m'arrive dans des parties d'être frustré, même après y avoir joué 6 ou 7 fois, d'être frustré parce que je dis putain, mais en fait j'ai perdu, mais j'ai passé 10 minutes à chercher tel et tel élément de règle, et ça me gonfle quoi, et ça c'est vraiment pénible dans Uprising. Mais maintenant, pour ce qui est du gameplay en lui-même, je trouve ça intéressant, cette idée du 4X coopératif, je trouve ça intéressant d'avoir cette idée de submersion, parce que c'est vraiment ça, si vous êtes submergé par tous les ennemis qui débarquent, il faut toujours composer, voilà, et encore une fois, vous pouvez pas être parfait dans le jeu, c'est impossible, le jeu va vous rappeler systématiquement que vous êtes faible face aux ennemis, et voilà, il va falloir s'adapter en permanence, mais en ce sens, ça donne une tension qui évidemment est palpable et très présente dans le jeu, ça va crescendo, les cartes événements au fur et à mesure sont de plus en plus vénères, donc plus en plus difficiles à gérer, parce qu'il y a encore plus en plus de boss qui débarquent, sans compter les événements qui vont vous dire, allez, vous retirez des points d'action, vous avez moins d'action, etc. Donc là, c'est encore plus dur, bref. Voilà. En termes de matos, parlons du matos, c'est très original. Voilà, les standees sont très flashy, ce sont des standees en plastique avec une impression dessus qui rendent plutôt très bien. Alors il y a un effet vraiment de foutoir au bout d'un moment sur la table, il y en a partout, et bon il y a des boss machin là. Voilà, ça va. J'aime bien la tronche du jeu, mais par contre, clairement, en termes de manipulation, c'est outrageusement trop. Voilà, il y a beaucoup de manipulation. Hop, on a un ennemi qui arrive, ok, donc on prend la carte de l'ennemi. L'ennemi, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il va à tel endroit. Ok, donc on prend son standy, on le met à tel endroit, hop, on met le petit marqueur, tac. Faut le faire pour un deuxième, on fait pour un deuxième. Ah, lui, il a une condition spéciale, alors il faut pas que je respecte ça, faut que je respecte ci. Donc je mets le petit marqueur, là. Puis entre-temps, t'as des ennemis, des squelettes, des trucs qui arrivent. Souvent, des choses qui vont vous dire, poser des squelettes ou des garnisons sur un lieu qui est vide, si possible, avec pas telle condition, tel machin, donc là on est en train de chercher, tac. Donc il y a beaucoup de manipulation, mine de rien, dans Uprising. Voilà, il y a quand même beaucoup de manipulation. J'aime le matos, je trouve que les illustrations sont vraiment chouettes, je trouve que le jeu, en fait, il a une vraie identité en soi, mais voilà, je ne peux qu'insister sur ce fait-là, que le jeu est très très dur. Dur en termes de difficulté, dur en termes d'appropriation des règles, tant le livret est pourrave, et voilà. Donc si vous avez des joueurs autour de vous qui ne sont pas du tout friands de ce genre de choses-là, tu vois, en termes de difficulté, je le comparais à un Spirit Island, mais en plus dur. En sachant que je te parle du mode facile. Parce que oui, tu peux renforcer la difficulté, on n'a pas parlé de ça. Tu peux renforcer la difficulté, tu peux ajouter des cartes avancées pour rendre les choses encore plus complexes.
Voilà, voilà. Est-ce que t'as envie de faire ça? Je sais pas. Moi, non, j'ai pas envie. Je le ferai, mais j'ai pas envie. Enfin, j'ai essayé en fait, mais bon, je me suis tellement fait péter le derche que au bout de 2 manches sur 4, c'était cuit. Voilà, c'était cuit. Bref, il y a des petits conseils qui sont donnés à la fin du livret de règles, donc notamment le fait de construire très rapidement des camps, c'est super important. C'est pour ça que je vous dis problème mathématique, parce que vraiment on rentre dans cette idée-là de se dire il faut que je fasse absolument ça à tel moment, parce que si je le fais pas, en fait, je suis mort, etc. Enfin bref, voilà. Pour ce qui est Top Rising. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur le jeu. Moi pour le coup je l'ai pledgé. Voilà, je regrette pas du tout de l'avoir pledgé. En fait je l'ai pledgé et j'ai retrouvé cette boîte là en occasion par la suite. D'où le fait que je te propose la vidéo là. Donc ça c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion. Mais voilà, il a une identité le jeu, il est vraiment chouette, c'est un vrai coop vraiment ardu. Encore une fois le livret de règles c'est vraiment le gros point noir, j'insiste dessus mais... c'est lourd, je sais que quelqu'un l'a traduit, il y a quelqu'un sur BGG, il me semble qu'il l'a traduit, si jamais vous voulez voilà, la version française des règles, et let's go. Sinon, il y a des textes sur les cartes, quand même, faut le savoir. Il n'y a pas énormément de textes, mais il y en a quand même, notamment sur les activations des boss, etc. Donc si vraiment l'anglais, c'est pas du tout pour vous, soit vous utilisez Google Lens, soit vous laissez tomber le jeu. Mais voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à booster, c'est super important. Et on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. Bisous, cœur.